Julie et bienvenue sur le Boost Club pour un nouvel épisode en solo et super spontané. J'avais absolument pas prévu dans mon planning de faire un épisode solo, en tout cas pas sur un sujet comme ça, mais je me suis dit, allez, ma ligne directrice depuis le début, c'était aussi d'être spontanée. Donc on y va. Si une personne se sent concernée par le sujet, si une personne peut apporter plus de détails, si une personne professionnelle a envie de venir parler de ce sujet, mon canapé est ouvert, vous pouvez venir avec moi en parler pour un autre épisode avec grand plaisir. Je base cet épisode sur des recherches que j'ai un peu faites, j'ai écouté pas mal de documentaires, d'autres podcasts et aussi d'expériences personnelles ou de personnes de mon entourage. Donc encore une fois, je ne sais pas tout, je demande à en savoir plus, donc encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez marquer des petites choses en commentaire ou venir m'écrire en perso, il n'y a aucun souci, c'est avec un énorme plaisir. J'adore quand vous venez m'en parler. Par exemple, l'autre jour, j'ai parlé de mobilité sur Instagram et une personne est venue me donner une nuance de mobilité, dans le sujet, et vraiment, je vais pas mal réagir, j'étais là, non mais... cette personne était gênée, un peu « je suis désolée », un peu mal pris. J'étais « non, mais on peut même dire en grand que je me suis trompée, il n'y a aucun souci. Je suis là pour apprendre autant que j'espère que vous apprenez, et voilà. Bref. Est-ce qu'on commencerait pas ce sujet ? Aujourd'hui, j'ai envie de parler, vous aurez pu sûrement le lire dans le titre, c'est un sujet qui peut sembler en fait paradoxal, parce qu'on nous répète partout que le sport c'est bon pour la santé, que ça vous permet d'avoir une longévité, que ça vous aide au sommeil, que forcément à condition physique, que ça fait du bien au mental. C'est super important et même l'Office de la santé dit qu'il faut faire du sport, voilà. Mais en fait, à quel moment le sport devient nocif pour la santé ? Certes d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental. Moi, c'est une question que je me suis posée parce que récemment, j'ai eu une discussion avec une personne. Je vais pas viser la personne et dire exactement les sports, exactement qui elle est, pour la simple et bonne raison que je vous ai toujours dit que quand on venait me faire un témoignage ou que je parlais avec les gens, c'était de manière anonyme, à moins qu'on me demande « tu peux me citer » ou comme ça, parce que je pense qu'on est toujours un petit peu gêné des fois de certains sujets, de poser des questions qui peuvent paraître bêtes. Moi, la première, des fois, ça m'arrive souvent de dire « ah, désolé, cette question, elle est bête ». En fait, comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Et j'ai aussi pas envie que, à chaque fois que quelqu'un vienne me partager quelque chose, vous vous disiez en fait, elle va direct en parler sur le podcast, sur les plateformes. Donc voilà. C'est pour ça que je vais garder ça le plus vague possible, mais le plus précis possible. Pour lancer cet épisode, je vais partir d'une situation du coup très simple. C'est qu'il y a quelques jours, je discutais avec cette personne qui me dit « aujourd'hui, j'ai rien fait », donc en parlant de sport, je me sens vraiment deck. L'expression, je sais plus ce que c'était, mais c'était vraiment, je me sens pas bien, et physiquement et mentalement, je sentais de la culpabilité. Et j'ai dit, mais il me semble quand même qu'on était en milieu de semaine, qu'en début de semaine, t'as déjà été faire 2 sessions de sport. Tu sais, c'est aussi bien de récupérer. C'est important, et comme je le dis toujours, c'est 50% de la performance, c'est la récupération. Et cette personne m'a répondu, quand j'ai cité en fait... oh là là, ça va être compliqué. Cette personne va 3 fois par semaine en tout cas faire un sport qui demande beaucoup de conditions physiques. Et c'est un peu son habitude. Voilà, c'est 3 fois par semaine, c'est ce sport. Et ensuite, il ajoute par semaine un autre sport qui est en extérieur. Voilà, le sport de 3 fois par semaine est en intérieur, l'autre est en extérieur. Et je lui dis, mais hier, t'as été faire ce sport en extérieur et le lundi, t'as fait ton sport en intérieur. Et il me dit, oui, mais le sport en extérieur, ça, c'est pas du sport. Et en fait, ça m'a tellement marqué de me dire à quel point on banalise la performance, à quel point on se rend plus compte quand on fait beaucoup de sport, plus que du sport récréatif, on va dire. Je sais pas si vous voyez, c'est cette nuance en fait. Je pense qu'on a complètement une vision déformée du mouvement et de ce que ça nous apporte quand on a un rythme très soutenu de sport par semaine. Et du coup, je me suis posé cette question de se dire, mais est-ce que le sport, je connais la réponse, oui, mais est-ce que à quel moment le sport devient nocif pour soi ?
à quel moment et pourquoi on culpabilise, pourquoi certaines personnes minimisent complètement leur effort pendant la performance, et pourquoi de petites activités, peut-être vraiment, comme je dis, récréatives, ne sont pas considérées comme du sport, comme quelque chose qui nous apporte. Et surtout, je voulais savoir, en fait, comment se rendre compte si notre vision du sport, elle est saine ou elle devient quand même un petit peu nocive pour nous. Voilà, donc c'est tout un sujet qui m'intéressait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de bigorexie. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que la bigorexie ? Donc la bigorexie, c'est l'addiction à l'activité physique. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une problématique de la quantité de sport qu'on fait, c'est plutôt la relation qu'on entretient avec le sport. C'est le moment où votre sport devient une obligation, une source d'anxiété lorsqu'on ne peut pas la pratiquer. Et souvent, les gens qui sont atteints de bigorexie, on dit que c'est lorsqu'il y a une blessure, parce que du coup, on est dans l'incapacité de continuer son sport et ça nous pèse énormément. Et c'est là qu'on se rend compte de cette relation, du coup, un petit peu nocive, cette obsession, ce besoin, cette obligation d'y aller. Ou alors, c'est avec l'entourage, pour des cas beaucoup plus forts, c'est l'entourage parce que le sport prend une place vraiment centrale dans la vie sociale et du coup, elle écarte toute vie sociale. Donc, des fois, dans des personnes qui ont un haut niveau, on va dire, c'est l'entourage qui alerte parce qu'il y a une coupure avec les familles, les amis, les proches. Donc en fait, c'est une fine nuance entre le sport me procure du plaisir, me fait du bien, me vide la tête, fait du bien à mon corps, je me sens bien, et en fait, je n'ai plus que ça pour me sentir bien, et je sacrifierai rien d'autre, je sacrifierai rien pour ne pas faire mon sport. J'ai écouté de longues conversations, les podcasts, les documentaires qu'on parle font facilement 2 heures, donc j'espère pouvoir déjà commencer un sujet ensemble, lancer un sujet ensemble. Et encore une fois, dans tout ce que je vais dire là, faut bien prendre en compte que le problème, c'est pas la quantité, on verra que ça peut le devenir, mais c'est pas la quantité, c'est vraiment la relation qu'on a avec le sport. Je spoil un peu les parties d'après, mais par exemple, les psychologues que j'ai écoutés parlaient de l'ultra-trail, parce que souvent il y a beaucoup de bigorexie dans l'ultra-trail par exemple. C'est déjà un sport, ou les marathons par exemple. Forcément que 2-3 semaines avant, on a beaucoup plus d'entraînement. Il y a des charges de travail, des volumes d'entraînement qui sont extrêmes, mais c'est parce qu'on prépare une course. Le problème, c'est quand il n'y a pas vraiment ce genre de course, ou qu'il y a beaucoup trop de courses à répétition et qu'on n'arrive pas à avoir ce détachement avec le sport et qu'on n'est pas flexible en fait. Mais j'y reviens. Alors pourquoi de plus en plus de sportifs sont concernés ? Mon podcast, je l'ai lancé pour plusieurs raisons, mais il y en a une, c'était, je pense que de nos jours, on a absolument tous les outils pour performer quasiment comme des professionnels, que ça soit des sports qui sont beaucoup plus accessibles, le matériel qui est beaucoup plus accessible. On peut trouver sur internet 1001 trainings, on peut suivre nos coachs favoris, voilà. Mais on n'est pas vraiment bien encadré parce qu'on n'est pas dans une structure professionnelle. Et en écoutant un peu différentes personnes sur ce thème de la bigorexie, il y a une personne qui a dit, en plus de ça, c'est qu'on n'a pas le temps d'un professionnel, d'un athlète professionnel. Donc par exemple, moi, je travaille à 100% et mon sport, je le fais à côté. Donc forcément que ça va empiéter sur le social. En fait, les gens veulent atteindre un niveau professionnel sans avoir le temps de le faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça fait complètement sens et ça a mis la dernière pièce au puzzle de pourquoi j'ai fait ce podcast. En plus de ça, c'est qu'on a tout le matériel à disposition, beaucoup de connaissances, il faut après savoir trier, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser toutes ces connaissances et on n'a pas assez de temps. Parce que le sport, si on veut performer à fond et progresser pour atteindre certains objectifs, on a besoin de temps. Et il me semble que le temps est un luxe de nos jours. Donc en fait, c'est ça, on essaye malgré tout d'atteindre une exigence qui n'est pas adaptée à notre réalité en fait.
Donc déjà là, il y a une dissonance et ça fait que, je pense, on commence à toucher quelque chose qui est compliqué et qui peut devenir un terrain fertile à une relation au sport qui n'est pas saine. Donc on dit que les personnes les plus à risque, qui sont-elles? Les perfectionnistes. Alors, je pense souffrir de beaucoup de choses, mais je ne souffre pas de bigorexie. Je pense avoir côtoyé des personnes qui peuvent souffrir en pleine conscience ou pas de ce problème. Mais on dit souvent que c'est les personnes qui cherchent à toujours être meilleures, qui sont très exigeants avec elles-mêmes, qui ont cette envie de challenge constant, comme je l'ai dit, qui sont perfectionnistes. Et je pense qu'ils ont surtout cette phrase de « c'est jamais assez bien ». Et pour ça, je suis très étonnée de ne pas avoir souffert de bigorexie, vu que, pour anecdote personnelle, quand j'avais 12 ans, ma prof de danse, j'en avais parlé dans un ancien épisode, m'avait dit, ma prof de danse, pardon, m'avait dit « En tout cas, si je dis que c'est bien, aux autres, je le dis aux autres, mais ça sera jamais pour toi, donc prends-le jamais pour toi. Ça sera jamais assez bien ce que tu fais. » Et je remarque que ça, c'est vraiment quelque chose dont je souffre énormément, c'est que toute parole m'atteint énormément. Et celle-là, je l'avais un peu oubliée, elle est ressortie lors d'un épisode avec Gabrielle, du yoga fonctionnel ou du reiki, je sais plus. Et ça a été très dur, j'ai pleuré pendant cet épisode. Mais maintenant, ça fait beaucoup de sens à pourquoi peut-être, c'est pas la seule raison, hein, mais je suis très exigeante avec moi-même. Voilà. Donc ensuite, est-ce que c'est plutôt de la passion ou est-ce que c'est de l'addiction? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose tous. Parce que je pense que tout sportif est très souvent passionné. Donc c'est probablement la question la plus importante. Parce que comme je disais, un sportif peut avoir un volume d'entraînement énorme s'il fait des compétitions, que ça soit, comme on disait, marathon, ultra-trail, des objectifs personnels, ça peut varier. Donc évidemment que le volume d'entraînement augmente durant ces périodes. Donc ça, c'est forcément pas problématique. C'est plutôt de se poser la question, pourquoi est-ce que je le fais et comment est-ce que je le fais? Est-ce que je suis capable d'être flexible? Est-ce que je suis capable de rater un entraînement? Est-ce que je suis capable de switcher et de réallouer mon temps différemment? Et surtout, est-ce que mon identité dépend entièrement de cette performance? Et ça, encore une fois, je peux vous envoyer sur l'épisode avec Yann, que j'ai fait il y a pas très longtemps, où on parle de burn-out dans le milieu du sport. Et on a toute cette question qu'on a eu les deux de « qui suis-je sans mon sport ?» On s'est senti très vide, et surtout lui. C'est vraiment un témoignage très poignant que je vous invite à aller découvrir. Je ne vais pas vous en dire plus. Il saura beaucoup mieux en parler que moi. Je pense que le piège, il se trouve aussi dans notre rapport à la performance de nos jours, parce que tout est mesurable. On a des montres connectées, on a des applications qui sont connectés. On va mettre sur les réseaux sociaux le développement personnel. Le développement personnel est venu quelque chose qu'on doit tous faire du développement personnel, tous avoir une morning routine. Ça aussi, j'en parlais dans mon épisode quand je suis revenue là cette année. Cette pression de devoir être parfaite, à aussi prendre soin de soi, de se lever tôt, manger bien, se reposer, il faut dormir 8 heures, il faut manger des légumes, il faut faire du développement de soi, tout ça met une pression énorme. Sans parler de ceux qui font la course, et d'ailleurs ils disent que dans la bigorexie, les sports les plus touchés sont les sports de performance comme justement le running, l'ultra trail, tout ce qui est aussi, je pense, quand même fitness, parce que en fait c'est dès que vous avez des chiffres que vous pouvez vous comparer avec justement, comme je disais, les kilomètres, les kilos, la fréquence cardiaque, les calories, tout ce rapport aux chiffres. Et ce qui est fou dans cette chose de comparaison, encore une fois une anecdote personnelle, c'est que je me suis retrouvée, donc pour les gens qui ne savent pas, je déteste courir. J'ai essayé, mais je n'aime pas courir. Et ça m'est arrivé 2 fois cette année de me comparer à en être vraiment, mais vraiment pas bien, à 2 filles qui faisaient du marathon. Voilà. J'ai pas full confiance en moi, ça c'est sûr. Et en fait, ces deux femmes allaient à une course de marathon et en fait, je me suis dit, Julie, t'es une grosse merde, tu fais pas de marathon. Voilà. Non, je fais pas de marathon parce que j'aime pas courir en fait. Donc à quoi ça sert de me comparer à quelque chose déjà que je n'aime pas?
Et en plus de ça, je ne serai absolument pas prête. Mais je crois que j'en viendrai après, c'est aussi ce rapport à certains objectifs. Je pense notamment à des marathons. Je pense par exemple, il y a plein de gens ces dernières années qui ont monté le Kilimandjaro dans mon entourage. Et c'est de se dire, en fait, moi aussi, je peux le faire. Et en fait, ça nous apporte une valeur. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire, en fait ? Moi, non. J'ai pas du tout envie. J'aime pas la montagne. Et je suis team océan. Et je n'aime pas courir. Donc, pourquoi j'irais faire ça ? Mais je me compare. Voilà. Et je pense que là, on peut refaire un lien à la personne perfectionniste et qui veut toujours faire mieux et qui veut toujours être au top de tout. Parce que moi, je sais que tout ça, c'est pour ma valeur personnelle. J'ai l'impression que ça va m'apporter plus de valeur aux yeux des gens. Ah non, mais j'en parle avec ma psy, vous inquiétez pas. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Il y a aussi tout un côté où le sport régule l'émotionnel. Le sport, ils disent que c'est un régulateur formidable pour l'émotionnel, donc il va réduire le stress, il va apaiser l'anxiété, c'est un antidépresseur naturel. Attendez, je reviens. Je bois un petit coup d'eau. Il améliore l'humeur, c'est prouvé, et même je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez le sport. Il y a des fois, on n'a pas envie d'y aller, mais quand on sort, on est trop content et on se sent trop bien. Donc ça prouve bien que ça régule nos émotions. Et en fait, il parlait que ça, c'est aussi un aspect qui fait que ça peut devenir de la bigorexie, c'est que ça devient votre seul moyen de réguler vos émotions. Comment on sait plus gérer une journée sans faire du sport, comment on sait plus se calmer sans aller faire du sport. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent, il faut quand même prendre le temps de se poser quelques questions. Donc je vais prendre mon petit téléphone pour vous donner les signaux d'alerte que je ne connais pas par cœur. Je fais que de bégayer aujourd'hui. Quelques signes qui peuvent interpeller. Culpabilité lorsqu'on rate un entraînement. Anxiété pendant les jours de repos. Entraînement malgré qu'on a une blessure. Perte de flexibilité dans votre planning. Isolement social. Conflit avec les proches. Fatigue chronique. Impression de ne jamais en faire assez. Et ils disent quelque chose que j'avais noté, c'est « le repos fait partie de l'entraînement ». Si cette phrase est difficile à accepter, c'est déjà une information intéressante. Et moi dans ça, et je pense qu'il y a une année à peu près, j'ai parlé avec quelqu'un d'entre vous qui me faisait en fait déculpabiliser du fait de me reposer. J'avais vraiment tellement de peine. Et j'en ai parlé plus d'une fois. Je me forçais un peu à aller aux entraînements, je me disais mais je suis fatiguée mais j'ai pas envie. Et puis en fait je suis en train de réaliser. Ah là là! En fait je suis trop en train de réaliser, là j'ai eu un flashback de ce moment. Et en lisant ça, mais en fait c'était clair qu'à plein de moments, j'avais plus de plaisir. Et c'était juste une obligation pour me valoriser ou à mes yeux ou aux yeux des gens. Et c'est vraiment pas bon. Alors après, ça veut pas dire que vous êtes bigorexique. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Si une personne, comme j'ai dit, a envie de venir en parler, c'est avec grand plaisir. Mais déjà là, moi, je vois que quand je lis ça, culpabilité lorsqu'on rate un entraînement, non mais ça, à chaque fois. Et franchement, là, depuis que j'ai fait mon surmenage burn-out, je suis dans un extrême de maintenant, je prends énormément soin de moi. Ma récupération, c'est le plus important parce que je suis encore mentalement fragile déjà. Et que j'ai quand même 37 ans et que je veux continuer à pouvoir danser, faire du surf, être prof de pilates, être réformeur pendant longtemps. Donc il y a un moment, et je pense que je vais encore ajouter des sports, mais je dois prendre soin de moi. Et moi, c'est devenu vraiment la chose la plus importante pour moi. D'ailleurs, je suis même ces temps en train de me dire, est-ce que je vois pas un futur ? Alors, de toute façon, c'est le Boost Club et j'en vois quelque chose de professionnel à 100% à long terme, mais vraiment de pouvoir aller un peu faire du consulting, je déteste ce mot, mais aller dans des clubs ou aller dans, je sais pas, des centres sportifs, vraiment pour mettre en garde sur la récupération, donner des conseils, parce que j'ai l'impression que à la base, le Boost Club, c'était aussi pour parler d'expérience dans le sport, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment quasiment axé que sur la récupération. Et moins comment performer. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment continuer à performer, mais pas comment repousser vos limites. Je suis pas dans ce côté-là. Je suis pas du tout là, moi. Voilà. Putain, je suis très contente de ça. En fait, c'est juste que je me sens bien avec ça.
C'est que je suis plus dans le no pain, no gain, je suis plus partisane de faut se repousser, faut y aller. Oui, il faut se repousser pour les bonnes raisons si vous avez envie de progresser. Là, moi, par exemple, en surf, je me mets une déterre cette année, je sais où je veux aller et je vais devoir bosser comme une malade. Mais je vais le faire en pleine conscience. Je me dis, ça prendra aussi le temps que ça prendra. Bon, c'est pas vrai, je me mets jusqu'à la fin de l'année pour des trucs un peu chauds, mais c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que j'ai tellement une approche différente. Et ça aussi, je le vois avec des gens autour de moi qui disent « Mais moi, en fait, je me pousse dans le sport à fond. Et puis au pire, si je suis cassée, après, c'est pas grave. Après, je suis vieux, je ferai plus de sport. » Mais moi, j'ai pas du tout ça. Et j'ai pas du tout envie d'aller et de partager dans ce sens-là. Et ensuite, j'aimerais juste parler du problème de la culpabilité. Comme j'ai dit, moi, j'en ai beaucoup souffert. Donc, je pense qu'elle vient déjà toucher la valeur qu'on a de nous-mêmes. Ça veut dire que le sport devient votre identité. Je pense que... On parle encore une fois de... Moi, c'est pas pour tout rapporter à moi, mais il faut que je vous donne des exemples et j'attends vos exemples. Mais quand on veut aussi bien faire pour le coach, Yann en avait parlé, rendre fier le coach, faire les choses pour lui. Peut-être que dans certains cas, c'est assez quelque chose de connu, mais aussi pour les parents, par exemple, qui vous poussent dans un sport et vous voulez rendre fiers vos parents. Et en fait, il y a aussi de nos jours quelque chose de honteux face au fait de se reposer. Il y a se reposer, faire de la méditation, prendre du temps pour soi, mais on doit quand même faire des trucs, comme je disais avant. On doit quand même avoir un journal de gratitude, on doit quand même manger sainement, mais encore une fois, ne rien foutre, c'est honteux. Alors, toute proportion gardée, encore une fois, le sport est bon pour la santé de base. Mais je pense qu'on va plus célébrer et valoriser la performance chez les gens que se reposer. Je sais que je suis beaucoup entourée de gens sportifs, mais combien de fois j'entends ça, de repousser les limites, de genre « Ah bah il adore courir, il adore faire du vélo, du coup là il se lance dans un triathlon ». Et ça on le valorise à fond. Mais encore une fois, c'est super. Enfin moi le sport c'est ce que je prône le plus, j'adore. Et se dépasser, et je trouve ça merveilleux. Surtout pour les personnes qui n'ont peut-être pas les capacités dès le début, mais qui vont avoir une progression saine et qui arrivent à leurs objectifs. Moi, je fais que de chialer devant des vidéos. Ça, c'est mon petit kiff. Je me mets sur ce canapé, je scrolle et mon algorithme me montre que des gens dans le sport qui se relèvent après un accident ou des personnes avec des troubles qui arrivent à faire un sport, des gens qui, par exemple, ont une attaque de requin et qui peuvent surfer. Ah, mais moi... je fais que de pleurer, je suis tellement heureuse de ça et je pense que je suis plus heureuse de voir des gens comme ça que de voir des gens très sportifs comme par exemple Usain Bolt qui va péter un record du monde. Voilà, bah super, c'est génial, mais ça me procure pas la même émotion. Ensuite, le dernier point, c'est comment retrouver une relation plus saine au sport. Donc là, il y avait 2-3 conseils de différents psychologues que j'ai vus. Et par exemple, alors encore une fois, désolée, mais la bigorexie, c'est beaucoup dans les sports, comme je disais, de performance, comme la course à pied, l'ultra trail. Il disait d'ailleurs que justement, l'ultra trail, t'es déjà ultra. Tu repousses déjà tes limites. Donc forcément que c'est beaucoup trop pour ton corps, tu vois. Mais comment revenir à quelque chose de sain? Cette psychologue, qui est aussi une psychologue au Ballet de Paris, à l'Opéra de Paris, pour les danseurs, elle disait, je conseille aux gens qui courent d'arrêter de courir avec leur montre et d'y aller au ressenti. De se dire, ok, comment là je me sens dans mon corps, conscientiser ce que vous faites. Et ça, je le dis tellement dans mes cours où j'enseigne, que ce soit de danse, de pilates, de réformeur. Enfin, ok, moi je vous donne une indication, mais comment est-ce que vous vous sentez réellement dans votre corps? Pas par rapport aux autres, vous comparez pas par rapport aux autres, comparez-vous à vous-même, fermez vos yeux. Imaginez, c'est aussi pour ça que je trouve ça très important de connaître un peu l'anatomie et je m'y intéressais en étant prof maintenant de pilates et de réformeur, j'ai fait pas mal d'études là-dessus, de juste maintenant pouvoir visualiser mes différents muscles et comment les travailler, mais game changer, vraiment. Bref, elle disait arrêtez de courir avec une montre. Et déjà ça, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est difficile. Alors après, aller au fitness et pas regarder vos poids, un peu compliqué, je l'avoue. Mais essayez un peu de vous retirer des chiffres. Essayez un peu d'arrêter de vous comparer quand vous êtes dans une salle, par exemple, comme je disais, de pilates. Essayez de pas regarder le temps que vous faites. Peut-être d'aller au fitness et de vous dire, bon, ok, je m'obstine pas à me dire, je reste pendant au moins 1 heure, je reste pendant au moins 1 heure. Non, dites-vous, ok, je regarde pas l'heure, j'y vais et je regarde quand est-ce que mon corps en a assez. Ou quand est-ce que mon énergie en a assez.
pense aussi, et ça c'est mon avis, arrêtez d'analyser votre moment de sport avec votre tête, mais essayez de l'analyser avec votre corps. De vous poser les questions, pas avec votre tête et votre ego, mais avec votre corps. Comment est-ce que je me sens? Avant toutes les sessions, maintenant, je me dis, ok, je ferme mes yeux, j'arrive, je souffle un coup, ok, comment je me sens? Ah ben, je sens que je suis quand même un peu fatiguée. Par exemple, ce soir, je vais donner un cours. Ok, je suis un peu fatiguée, je pense que je vais je vais moins être dynamique, mais c'est ok. C'est aujourd'hui, ça définit pas du tout qui je suis demain et quelles sont mes performances de demain. Ça, pour moi, c'est devenu vraiment la phrase qui rythme toutes mes journées, c'est comment je me sens aujourd'hui. L'énergie d'aujourd'hui ne définit pas mes performances de qui je suis demain. Ça dépend. Après, si au bout d'un moment, c'est toujours low et que vous avancez pas, c'est clair, il faut un petit peu se poser des questions, peut-être revoir comment pratiquer votre sport. Allez demander de l'aide. Je sais que des fois, ça a un coût. Les coachs ont un coût, mais c'est leur savoir aussi. Et peut-être souvent, on avait parlé avec K-Suisse ou j'avais parlé avec Djibril aussi, de nouveau des épisodes qui sont disponibles. Allez faire une séance. Une séance, vous allez déjà débloquer 2-3 choses. Et ça vous aide un petit peu parce que les gens... Enfin, je crache pas dessus, mais je pense que de juste se baser sur un coach en ligne ou sur des applications fitness qui vous donnent des exercices, oui, la personne, elle vous dit sur la caméra, sur la caméra même pas parce qu'elle ne vous voit pas, mais mettez votre dos droit, n'oubliez pas, attention, plaquez votre colonne contre le sol. Mais est-ce qu'elle vient vraiment vérifier que tu as bien ta colonne plaquée contre le sol et que t'es pas comme ça complètement, mais que justement t'es un peu relâché, puis que t'es pas tendu là, puis que tu descends tes épaules, enfin voilà, ça c'est un autre débat qu'on aura une fois. Voilà, j'avais encore noté 2-3 petites choses que je vais vous lire. Désolée, je ne sais pas tout par cœur et j'ai pas envie d'oublier des choses. Essayez de travailler sans objectif aussi. Alors, je pense que c'est plus dur pour les personnes qui ont vraiment un gros objectif, par exemple dans la compétition, mais essayez un petit peu des fois de se détacher. Essayez aussi de changer de sport, des fois vous changez la tête, ça montre aussi qu'on n'est pas déter que dans une chose et on apprend de tous les sports, encore une fois. Et je faisais ma promo, j'allais dire, pas du tout, la présentation de mon podcast pour un futur sponsor et je disais, mais en fait, j'aimerais que les gens qui écoutent mon podcast viennent pas écouter sur... la boxe, l'épisode de la boxe, parce qu'ils font de la boxe, mais qu'ils n'écoutent pas la souplesse ou le yoga fonctionnel, parce qu'ils n'en font pas. En fait, on peut apprendre de tout. C'est plutôt l'inverse. Les gens qui font un peu justement fitness, yoga, souplesse, ça, qui se disent pas, moi je vais pas écouter l'épisode sur la boxe parce que je vais rien apprendre. J'aime pas du tout la boxe, j'aime pas ce genre de sport, d'arts martiaux. Mais en fait, avec Tess, on a appris tellement de choses sur le mental, de la vision, de comment elle prépare son mental, et c'est dommage de pas écouter. Observez son souffle. Ça, je le fais pas assez, mais j'essaie vraiment de le travailler. Vos sensations, votre corps, faites un body scan. Franchement, le soir, moi, je le fais pour m'endormir. Ça m'aide à me relaxer pour m'endormir. Mais à chaque fois, pendant un échauffement, je vais aussi essayer d'aller dans tous les sens et me dire, ok, là, ça coince. Ok, ça c'est pas foufou aujourd'hui. Est-ce que ça va un peu se détacher? Non, on espère que une partie de notre corps ne se détache pas pendant un échauffement, mais va se relaxer ou est-ce qu'elle va rester tendue? Ça, je fais attention. Et de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Donc, comme conclusion, le problème, c'est pas d'être trop motivé, c'est pas d'être trop passionné, c'est pas d'être trop discipliné. Le problème, c'est la relation que vous avez au sport. Le défi, c'est vraiment de trouver la nuance entre quand est-ce que je peux pousser pour forcément mieux performer, atteindre des objectifs, et quand est-ce que je dois apprendre à un peu stopper, à me calmer pour mieux récupérer, pour continuer à avancer, et pas vous blesser, faire 45 pas en arrière, revenir là, vous reblesser et stagner ici, mais dire vraiment je progresse, je me calme, je progresse, je me calme, je progresse, je me calme. Je pense qu'on doit vraiment essayer de réapprendre à se mettre en mouvement plus que performer, à ressentir son corps, à ressentir de juste être vivant, d'être juste capable de faire du sport, juste le b.a.-ba. Il y a des gens qui peuvent pas faire de sport, qui n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens déjà de faire du sport, que ça soit financier, accessibilité ou de façon physique. Ou par exemple psychomoteur. Donc
Essaye d'avoir juste cette reconnaissance déjà de pouvoir juste bouger et que ça soit un plaisir. Juste ça. Et arrêtez de croire qu'on n'en fait jamais assez. Des fois, le corps, il a besoin de moins que ce qu'on pense. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si tu te sens concerné par ça et que tu as envie d'ajouter quelque chose, une expérience, des tips, n'hésite pas à le faire en commentaire ou à m'envoyer un message que peut-être que je pourrais partager. Si tu as envie de venir en parler avec moi parce que tu as des choses à ajouter, n'hésite pas aussi à me contacter. Il y a plein d'épisodes qui sont disponibles sur ma chaîne, comme j'ai dit, qui parlent de plein de sujets différents et c'est souvent pas parce qu'on aborde un sujet, une thématique, qu'on n'a pas débordé sur d'autres choses. J'espère que tu prendras le temps d'aller voir ces autres épisodes. J'espère que tu es abonné aussi à la chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner sur Instagram, là où je mets plus de choses différentes de ce qu'il y a ici en fait. Et je pense que c'est l'endroit aussi où je peux avoir le plus de contact avec vous. Il y a de grandes choses qui arrivent, des choses qui me stressent un peu, des choses... j'ai tellement de choses que j'ai envie de réaliser. Je sais pas si j'arriverai à tout faire. J'essaie aussi de prendre soin de ma santé mentale et de pas me mettre la pression, de faire des épisodes spontanés comme ça sur des sujets qui sont lourds, que je connais pas par cœur, mais pour moi, j'ai besoin d'extérioriser ça, donc je le fais. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!